Pour avoir plus de contenu sur les finances et l'éducation patrimoniale, abonnez-vous à la chaîne. Plan P. J'espère que vous allez bien. Dernier jour de live. Bonjour. Bonjour Audrey, bonjour Nicolas. C'est vrai que je suis pas poli, moi je pense plutôt aux gens qui nous regardent qu'à vous deux. Parce que, faut le savoir, on est ensemble depuis que déjà 2 heures, on est en train de discuter, donc leur redire bonjour c'était un peu particulier pour moi. Le but aujourd'hui c'est la dernière journée de Plan P, donc je vous avoue qu'on est un peu fatigué, mais en même temps on est hyper content. Alors, vous allez voir qu'aujourd'hui on va un peu rigoler, parce que déjà d'une on est samedi, et en régie on a des jeux. On est fatigué. On est fatigué, mais il faut quand même le dire. Ah, on a des jeux en régie aujourd'hui, je vais demander aux viewers de peut-être participer avec nous. On va devoir, nous, avec Nicolas, placer des mots que la régie nous impose. Donc, si vous voyez des mots qui sortent un peu du lot, mettez-les en commentaire, voir si vous les voyez. Et on a fait un jeu avec la régie. Nous, on a 2 mots chacun à placer. On verra en fin de journée s'il les découvre. Et vous voyez que derrière Nicolas, il y a un pot orange et blanc. Je sais pas si vous le voyez bien, peut-être, il est là, le pot orange et blanc. On a mis les mots. Et les gens de la régie, donc je pense à Esteban, je pense à François, je pense à Jules et Pablo, viendront ce soir. Peut-être qu'on ira voir même à la régie. Ils diront les mots qu'ils pensent qu'on a dit, et on verra s'ils ont raison. Je vous avoue que je suis content, en même temps frustré, parce qu'hier, on a fini à égalité parfaite avec Nicolas. On a fait 7,5 chacun. Et là où c'était vraiment marrant, c'est que même les invités s'y sont mis. Donc, si l'invité dit le mot qu'on devait dire, on perd le point. Donc des fois, il y a des invités qui sont repartis, et bon, bref. Un peu de frustration, mais beaucoup de rigolade. Ah ouais. Le but aujourd'hui, c'est... Alors, en tout cas, c'est le retour que vous nous faites. On a eu plein de remerciements, et en tout cas, ça c'est cool. Je voudrais remercier aussi les équipes qui sont là aujourd'hui. On est samedi, on enchaîne depuis lundi. Donc mine de rien, c'est épuisant pour eux. Les 4 noms que j'ai cités sont en coulisses, et depuis lundi, alors je remercierai ce soir, mais... Ça doit pas être simple parce qu'on est samedi, il est 10h, on va enchaîner jusqu'à 17h minimum. Et puis on a quand même fait cette semaine en tout 54 heures de live. Ouais, c'est énorme. Donc c'est quand même beaucoup. C'est énorme. Mais en tout cas, voilà. Moi, je vous remercie d'avoir suivi parce qu'on a eu plein de remerciements. Je remercie les équipes d'Atelier B parce que vous voyez que c'est cool entre nous, mais si en coulisses c'était chiant, ça se verrait à l'écran. Et là, en fait, ça fait 10 minutes qu'on prépare les jeux. On prépare pas la presse. Donc bon, voilà. En tout cas, c'est cool. Ce que je vous propose, du coup, c'est qu'on enchaîne et on verra s'il y a les mots. Il y a une règle immuable à partir de maintenant. Les 5 premières minutes, on peut pas les dire parce que Nicolas a tendance à tricher. Je préfère le dire. Non. Si. Ça, c'est une habitude. Si. Nicolas a tendance à tricher. Bon, je suis très mauvais joueur. Et voilà. C'est dit. Non, mais c'est ça. C'est bon. Pas trop mauvais joueur. Non, mais tricher. Je suis mauvais joueur. Non, mais toi, c'était pareil. Enfin, mais j'aime pas perdre. Moi, je joue pas. En fait, comme il a un avantage notable, c'est qu'il présente et il commence à chaque fois les sessions. C'est vrai. Donc en fait, il a la parole en premier. Donc c'est beaucoup plus simple. C'est vrai. Ça. Je suis plus vieux aussi. Faut avoir des avantages. En plus de la carte vermeille, j'en ai d'autres. On peut le dire. On va laisser la place à Audrey. Nous, on va y aller du coup. Je m'en doutais de celle-là. Je pensais qu'elle allait sortir. Bon, on va laisser la place à Audrey. Là, le but, c'est de parler de structuration en couple et en famille. C'est pas un sujet simple. Mais c'est un sujet très important. Ouais, je pense. Le but vraiment, c'est de donner quelques pistes. Aujourd'hui, on parlera après de succession de transmission, on parlera de plein de sujets. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a une frustration de certains parce qu'on peut pas aborder tous les sujets. On fait des capsules que d'1 heure, mais on va essayer de vous donner quelques pistes et de faire en sorte que vous soyez contents et essayer de voir si vous trouvez les mots en tout cas. Donc on laisse la parole à Audrey. Merci Audrey, parce que c'est la 2e fois que tu interviens. Oui. C'est la 2e fois que tu prépares des documents et des présentations. C'est pas simple. Non, c'est pas simple. Tu me regardes. Pour rien. Ouais, donc structurer en couple et en famille, c'est le sujet qu'on a choisi d'aborder, enfin qu'on m'a imposé plutôt, je dirais. Comme tu disais, c'est pas un choix très facile, mais en même temps, c'est un sujet qu'on traite beaucoup. Et c'est d'ailleurs ce que tu diffuses beaucoup sur les réseaux, la structuration. Mais la structuration, c'est assez large. Et j'avoue que je savais pas trop comment j'allais l'aborder. Marche toujours pas là. Ah, donne-moi. Pas allumé peut-être. Je savais pas trop comment j'allais l'aborder, ce sujet-là. Donc on a décidé de l'aborder avec une vision assez globale, comme d'habitude, sur la gestion de patrimoine, qui s'articule autour de 3 piliers. La situation financière, la situation juridique et la situation fiscale. La situation financière, c'est un peu la structuration basique. C'est un équilibre un peu qu'on va chercher. Pourquoi la situation financière ? Bien sûr, quand on investit en fonction de ses besoins, en fonction de sa disponibilité, toujours en respectant ce qu'on appelle l'épargne de sécurité. Donc la situation financière, la structuration au travers de la situation financière, on va en parler juste après, avec un schéma que vous allez retrouver, surtout si vous suivez Nicolas sur LinkedIn. Les fiches. Et on va dire la structuration la moins facile, je pense que c'est celle qui est le moins regardée et la moins connue, c'est la situation juridique.
en couple et en famille. On se rendra compte qu'il y a souvent très peu de personnes qui connaissent vraiment leur situation et du coup leur protection et du coup comment je fais pour investir. Mais la situation juridique, le but c'est de pas s'emboucaner, de se prendre la tête et d'avoir vraiment une vision où on cadre les choses. Oui, sans faire de carabistouille sur qu'est-ce qui va terminer à la suite. La transmission, si j'ai pas préparé et si je connais pas ma situation, à la fin, je finis toujours par me tromper ou en tout cas, j'ai pas suffisamment protégé mes proches. Mais est-ce que tu penses sur le statut juridique, tu sais, tu parles statut mariage, les contrats, tout ça, tu penses qu'on est assez formé? Je sais que tu as fait des fiches toi sur les différents statuts. Ouais. Moi, souvent, j'ai l'impression que les gens découvrent. Tu sais, quand tu demandes, vous êtes marié sous quel régime? Ben, c'est exactement ce que j'allais dire, puisque du coup, on a travaillé sur des stats. Mais t'as raison, il y a très peu de personnes, déjà, qui connaissent leur contrat, sans parler de la date de mariage, mais on n'est pas là pour en La balle parler. perdue. mais oui, effectivement, on a du mal à se souvenir de son contrat de mariage, du coup, de sa protection. Au-delà de ça, c'est surtout que même quand les gens se marient, souvent, il y a beaucoup de gens qui prennent pas de régime spécifique. Il y a aussi c'est un coût, en fait, de prendre un régime, c'est un coût. C'est une économie aussi. Alors, quand on ne prend pas et que tu fais de la communauté légale, il n'y a pas de coût spécifique à ça, juridique, de contrat. Par contre, si tu prends un régime en tant que tel que tu choisis, bah là, ça demande effectivement des honoraires qu'il faut payer au notaire. Donc, c'est aussi un budget. Et il y a, en tout cas, moi, de ce que j'ai eu en retour, des gens qui étaient soit mariés, soit qui ne l'étaient pas forcément sans choix de régime, c'est une économie. Ils disent, ouais, on verra ça plus tard. Mais nous, c'est vrai que, alors, pour. Faire prendre un pastaga au PMU, quoi. C'est clair, mais nous, en tout cas, avec mon épouse, et toi, je sais que tu avais un régime de séparation. Et nous, on est plutôt partis en participation aux AQ, mais on l'a choisi. En fait, c'est le régime que les notaires détestent. Ouais, mais c'est ce qui me paraît le plus faire, en fait. C'est le plus juste. Et en fait, je l'ai demandé parce que je le connaissais, mais à aucun moment on m'a dit vous allez vous marier. Tu vois, ça rejoint ce que tu disais sur les impôts, au moment en disant on n'est jamais formé, informé. On sait que les gens vont se marier, mais donnez-nous une documentation, donnez-nous les quelques régimes, avantages, inconvénients. Mais même par rapport au Pacs, tu vois, concubinage, Pacs, mariage, on n'a pas trop d'infos là-dessus. Et même au Pacs, tu as plusieurs régimes, tu sais, t'en as deux. Je pense que la plupart des gens savent même pas que tu as deux régimes. Non, mais je suis d'accord avec toi. Et je dirais que c'est au-delà de très important, c'est la vision qu'on a dans l'accompagnement. Je pense que toi, c'est pareil. C'est qu'avant de faire quelconque investissement ou quelconque changement, en fait, on analyse la situation. Et avant de faire quelque chose en plus, il faut sécuriser les bases, on va dire. Et c'est là où on intervient dans la structuration, sur la sécurisation des bases. Et bon, pour finir, la situation fiscale, bon, en règle générale, celle-là, elle n'est pas oubliée, surtout en France. Oui. Donc, la structuration avec la situation fiscale, c'est choisir mon régime fiscal en fonction de ma situation et de mes objectifs. Et on verra que c'est pas si simple que ça. Bon, ce qui paraît le plus logique, c'est bien sûr de travailler sur la situation financière, construire dans le bon ordre. Donc, j'ai repris ta petite fiche LinkedIn sur la pyramide de l'investissement. On devrait mettre, tu sais, des labels Stelka Conseil dessus, Nicolas, mais tu sais, vraiment, parce qu'en fait, on voit de plus en plus de gens qui copient, en brut, vraiment en brut. Là, on en rigole, hein, c'est entre nous, évidemment, le but, c'est Non, ça me fait pas rire. Je rigole. Non, mais le but, c'est d'asseoir les choses. Et tu vois, par exemple, on parlait de finances personnelles. Je pense qu'il y a des labels, où on a vu hier le label Finansol, il y a des choses comme ça, mais je trouve qu'il y a peu de contenu, tu sais, de se dire, il y a un tampon agréé. Moi, je sais que c'est vrai, enfin, tu vois. On peut le créer aussi, hein, un label plombé. C'est vrai, mais en plus, c'est vrai. Si on commence à créer toutes les idées qu'on a. Ouais, il va falloir du temps, ouais. Tu m'étonnes. Du coup, je sais pas si tu veux la présenter, cette pyramide ou pas. De toute façon, l'idée, c'est. On en a un peu parlé, mais dans l'idée, c'est d'avoir finalement en bas un toit, peu importe qu'on soit locataire ou propriétaire, une épargne de précaution qui est finalement l'épargne liquide qui va permettre de pouvoir avoir son confort psychologique par rapport à un seuil financier qui est propre à chacun d'ailleurs, hein, sur le fait de dire je peux avoir des dépenses qui sont pas forcément prévues. Une poutrelle qui casse par exemple, j'en sais rien, une machine à laver, ça peut être une voiture aussi, peu importe la dépense ou même pour des loisirs. Et pour le coup, ensuite, une fois qu'on a atteint ce palier-là, l'idée c'est d'aller chercher du coup de l'investissement. Donc ça peut être du financier, ça peut être de l'immobilier, plutôt de la diversification dans tous les cas, c'est ce qui est le plus important. Le fonds en rose que j'ai mis en palier intermédiaire entre l'immobilier et l'épargne de précaution, c'est plutôt prendre date, typiquement sur pourquoi pas une assurance vie par exemple, où ça reste liquide dans le sens où ça reste disponible sous 10 à 15 jours grosso modo s'il y a un besoin, un peu moins liquide que l'épargne de précaution. Et après partir du coup sur immobilier financier et investissement exotique. Et ce qu'il faut bien mesurer,
c'est que le fonctionnement de tout ça, pour moi, c'est un trouble, ce qu'on peut appeler. Donc, ça fonctionne vraiment entre risque, liquidité et rendement. Bah oui, mais bon, c'est un triptyque. C'est le mot. C'est un triptyque de 3 caractéristiques. Oui, et quand on dit construire dans le bon ordre, il n'y a pas un ordre particulier. Il ne faut pas absolument suivre cette pyramide-là, surtout parce qu'il y a des... Je pense qu'il faut suivre à minima, pour moi, les deux premiers, donc ceux qui sont tout en bas. Résidence principale et épargne de précaution, je pense que c'est quand même le B à bas. L'épargne de précaution, je suis d'accord avec toi. Résidence principale, je pense que ça dépend. Propriétaire ou locataire, hein. C'est-à-dire que... Propriété plutôt que résidence principale, je dirais pour moi. Mais je comprends dans l'idée. Je pense que ça dépend de l'affect. Je pense que ça dépend de l'affect de chacun. Il y a des sensibilités d'investissement. Certains iront tout de suite vers certaines classes d'actifs qui sont des fois assez risquées. L'important, c'est qu'avant d'aller chercher du risque, il faut que j'ai garanti mon seuil de liquidité, mon seuil d'épargne, avant d'aller chercher du rendement et potentiellement des pertes en capitaux. Ouais, exactement. Donc, ça, c'est vraiment la structuration de base sur l'aspect financier. Vous l'avez vu plusieurs fois cette semaine, je pense que c'est pas la peine de creuser plus que ça. Mais dans l'idée, vous avez l'image. Le deuxième volet, c'est la structuration juridique par rapport à ton couple. En fait, quelle est ta situation ? Bon, je parle de chiffres qui font pas plaisir, de bon matin le samedi, mais c'est pour vous expliquer à quel point c'est important. C'est qu'aujourd'hui, c'est l'INSEE, un couple sur deux se sépare, et un couple, l'INSEE, ils ont répertorié que des personnes mariées. Donc aujourd'hui, couple, c'est pas que des personnes mariées, il y a de moins en moins de mariages, en tout cas moins tôt. Ouais, puis t'as les PACS. Ouais, t'as les PACS aussi. Donc concubinage, c'est peut-être plus difficile à mesurer, mais en tout cas, tout ce qui est PACS et mariage. J'ai du mal à récupérer les chiffres en fait sur le PACS parce qu'il y a beaucoup de gens qui se dépaxent pour se marier en fait. Oui, d'accord. Donc c'est pas une séparation, c'est une transformation. C'est ça. Donc c'était difficile de récupérer l'info, mais grosso modo un couple sur deux aujourd'hui se sépare. Bien évidemment, tous, on l'a déjà dit, ne connaissent pas leur régime matrimonial. Et surtout, 100% des personnes en couple, à terme, vivent une succession. Et c'est un moment déjà assez difficile, il faut le préparer. En fait, ce statut juridique, c'est un petit peu ce qui va tout conditionner sur la propriété, la fiscalité et la protection. Donc c'est pour ça qu'on a voulu vous les représenter, pour connaître les bases et ensuite venir travailler sur des aspects de protection, des aspects juridiques qui vont pouvoir être mis en avant et donc structurés avant de faire quelconque investissement. Bon, le plus connu... c'est le concubinage. Concubinage, on est en couple, mais juridiquement, on n'a aucun lien l'un vers l'autre. Donc, effectivement... On est considérés comme des tiers. Et donc, la loi, aucun lien, aucune protection. Aucune protection, c'est ça. Chacun récupère bien sûr son patrimoine, ça t'appartient. Et ce qui est important, c'est de savoir, c'est que, notamment sur la résidence principale, vu que chacun a son patrimoine et que vous n'êtes pas héritier l'un de l'autre, ça veut dire que si, malheureusement, l'un d'entre vous décède, il va se retrouver en indivision avec les héritiers de son partenaire. Tu vois beaucoup de cas dans tes clients de concubinage ou des gens qui disent j'ai pas eu le temps de me paxer puis je le ferai plus tard ou marier? Concubinage pas trop, pax sans testament beaucoup. Ouais, ok. Concubinage, il y en a quelques-uns quand même. Il y en a quelques-uns, ouais. Alors soit c'est des très jeunes, soit c'est des familles recomposées. Ouais. C'est vrai. Mais qui n'ont pas eu la sensibilité de se dire on va se paxer ou autre. Alors ça fait très longtemps qu'ils sont ensemble, mais pas de notion de se dire vas-y... Bon, on se réengage un peu finalement pour les juridiques, tu vois. Et c'est vrai que mince, putain, on aurait dû le faire. Le PACS, en tout cas quand je l'ai mis en place, je l'ai pas vu comme un engagement, je l'ai plutôt comme une protection, mais couplé. Ouais. Et d'ailleurs, je vois que tu vas y venir. Donc, parce que tu connais. C'est vrai. Quand tu connais pas, et je pense que si on fait un micro-trottoir, tu vois, là-dessus, je pense que pour le coup... On va mettre des challenges aux équipes. Vas-y, on va prendre un téléphone, on va aller dans la rue. Ça peut être pas mal. Moi, j'aimerais bien. Si tu demandes à une centaine de personnes, je pense que la vision du PACS, c'est un engagement. Ok. Alors, je sais pas ta vision. Moi, j'en ai parlé quelques-uns à des gens qui ont mon âge, du coup, plutôt. Des jeunes. Oui, j'ai compris. Et effectivement, le PACS, c'est un engagement, quoi. Ouais, je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même plus de gens qui se paxent facilement que se marient. Bon, il y a déjà une histoire de coût. Week-end. Mais du coup, effectivement, ils prennent le PACS plus comme un engagement, alors que d'autres générations, pas forcément. Non, mais t'as raison. Par contre, ce qui est important de voir dans le concubinage, et qui est rarement rappelé, c'est que même si tout est séparé, sur la question de l'IFI, c'est pris en commun. Et ça, c'est rarement su et rarement déclaré correctement.
Bon, faut-il avoir un patrimoine immobilier important aussi Mais ce qui peut être le cas quand tu te recomposes une famille. Ouais, surtout même quand tu as de l'immobilier par héritage. Ouais. Donc voilà, le concubinage, effectivement, c'est le statut. Aucune protection par rapport à votre conjoint. Le statut du Pacs, comme tu le disais, il est souvent utilisé, mais il est pas forcément protecteur. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on ne devient pas héritier quand on est pacsé. On est lié fiscalement sur la déclaration fiscale, mais juridiquement, on ne devient pas héritier l'un de l'autre. Donc ça veut dire que souvent, on se paxe parce qu'on a acheté, par exemple, la résidence principale. Et en réalité, on a l'impression d'avoir protégé notre partenaire, et pas forcément. Pour le Pacs, comme le mariage, on a 2 régimes, par contre. On peut se protéger avec 2 régimes différents. L'indivision ou la séparation. On le verra juste après. Bon, je vois, et j'avais voulu faire simple, tu vois. J'ai pas mis ton régime matrimonial à toi. J'ai mis les 3 régimes utilisés. Alors, j'avoue que le régime de la participation aux acquets, je pense que c'est le plus compliqué à expliquer. On pourra en parler succinctement. Oui. En fait, à expliquer, il est assez simple, mais quand tu rentres dans le détail des calculs de manière exacte, oui, c'est beaucoup plus difficile. Ouais. Donc, on pourra en parler succinctement, parce qu'il y a une règle très spécifique par rapport à ce régime-là au départ et à la sortie. C'est pour ça qu'on dit qu'il est d'ailleurs le plus juste et équilibré. Mais effectivement, on l'a pas mis parce que sinon ça devient relativement difficile. Mais tu vois, finalement. Mais par contre, j'ai fait une fiche dessus, si jamais. Finalement, tu vois, il paraît peut-être le plus juste, mais il est rarement utilisé, je trouve. Il y a eu une période où il a été beaucoup plus utilisé. Mais alors pour avoir eu le retour de plein de notaires là-dessus, justement, c'est qu'ils aiment pas ce régime parce que en fait, on leur apprend plus à le liquider et qu'il est relativement beaucoup plus compliqué à liquider que les autres. Oui. Alors moi, sur la... Mais c'était un régime qui était vachement utilisé. Peut-être, on va te laisser parler des régimes, et si tu veux me dire 2 mots, je le trouvais le plus fair en création de richesse et en partage. Mais, typiquement, mes parents, ils ont le même. D'accord. Que toi, ouais. Des visionnaires. Ouais, je pense. Ouais, moi j'aime bien. Après, cette vision le plus fair, je pense qu'elle est propre à chacun, pour le coup. Et c'est vrai que dans notre métier, on doit prendre énormément de recul là-dessus, parce que chacun a sa vision du partage des richesses, du partage du pot commun ou pas pot commun, 50-50, 60-40. On s'adapte vraiment à la vision de nos clients. Mais le régime le plus répandu, pas forcément maintenant, j'avoue. Le régime de la communauté réduite aux acquets, c'est le régime de base. Si vous n'avez pas de contrat de mariage, vous êtes dans ce régime-là. Si vous ne le savez pas maintenant, vous le savez. L'objectif, c'est que tout ce que j'avais avant mon mariage sont des biens qui sont personnels, qui sont à moi, et qui resteront à moi après mon mariage. Tous les biens que j'acquiers avec mon conjoint, ou pas d'ailleurs, après mon mariage, sont considérés comme des biens communs qui appartiennent à la communauté, donc autant à moi qu'à mon conjoint. Et c'est le régime que tu vois le plus, parce que c'est le best in practice qu'on voit au quotidien, ou en tout cas c'est le régime de base en fait, c'est celui qu'on donne par défaut. C'est ça. Par défaut, si vous n'avez rien choisi, ce sera ce régime-là. Ok. Donc, ce qui veut dire qu'en cas de séparation, tout ce qui a été dans la communauté sera liquidé. Sous une valeur 50-50. Après, on peut attribuer les biens différemment, mais en tout cas, il doit y avoir une égalité s'il y a liquidation des biens communs. Bien sûr, les revenus sont considérés également comme des biens communs dans la communauté réduite aux acquets. Séparation de biens, bon, c'est l'opposé, c'est l'inverse. C'est que tout ce que j'avais avant et tout ce que j'ai après, c'est mon patrimoine personnel. Donc chacun reste propriétaire de ses biens. Et donc dans ce cas, si j'ai une séparation, c'est beaucoup plus rapide à régler. Ce qui est à moi est à moi. Je repars avec. En gros, c'est l'idée. Mi casa es mi casa, su casa es su casa. C'est ça. C'est ça, chacun chez soi. C'est une journée langue étrangère. Le dernier que j'ai voulu présenter, et ça, en allemand, je le retrouve moins. Si je te dis les seules phrases que je sais dire en allemand, tu vas pleurer. Du coup, la communauté universelle, ça pour le coup, je pense que c'est le régime que je recroise le moins aujourd'hui. Il était beaucoup plus utilisé à l'époque, je trouve. Pour les personnes qui arrivent, je suis désolé, plus vers la fin du couloir, non mais je suis désolé, dans l'image, souvent je dis, t'es au début, t'allumes l'interrupteur, oh je suis né, puis à la fin, bon ben, oh là là, je suis au bout du couloir là. Non, souvent on te dit vers la fin, j'avais entendu parler plutôt vers la fin. Ouais. Oui, c'est ça. Je pense qu'à l'époque, les visions patrimoniales, sur le regroupement du patrimoine, étaient beaucoup plus dans la communauté universelle qu'aujourd'hui. Mais en même temps, les couples tenaient beaucoup plus longtemps à l'époque, ou se devaient de tenir beaucoup plus longtemps. C'était une forme de protection, quoi, vraiment. Oui.
Et tu vois, du coup, tu vois des changements de mœurs, tu sais, en se disant, il y a 2 générations, comme tu dis, c'était plutôt ce régime-là. Et là, aujourd'hui, c'est quoi est-ce que nos parents, c'était de la communauté classique, et là, aujourd'hui, on est plutôt en séparation de biens? Alors, nous, on a beaucoup d'entrepreneurs au cabinet. Et du coup, il y a aussi l'aspect protection de l'entreprise et des risques que prend l'un ou l'autre des conjoints dans l'entreprise. Donc, souvent, c'est la séparation de biens. Et ça, le risque aussi de te dire, c'est mon outil professionnel. Donc, finalement, tu te dis, même si, après, on en a parlé un peu cette semaine, mais c'est une philosophie de dire, je suis en communauté, je partage un peu l'entreprise, finalement, parce que il y a peut-être quelqu'un à la maison qui gère plus le côté familial, le côté enfant, etc. Donc, c'est une forme de récompense, ou à contrario, des gens qui sont très investis là-dessus au côté familial et qui veulent quand même conserver leur outil de travail à eux, parce qu'en cas de séparation, ça peut créer des frictions aussi. Hein. Mais ça, par exemple, donc tu vois un entrepreneur, parce que moi j'en vois aussi des entrepreneurs, et ils sont pas tous en ils sont pas tous en séparation. Et l'expert comptable, souvent, il leur en parle pas du régime matrimonial quand ils créent leur société, en disant attention, votre environnement professionnel, ok, ils en parlent, mais l'environnement familial, ils en parlent pas. Le notaire, s'ils n'ont pas été le voir pour un régime parce qu'eux le veulent, et est-ce que tu vois aussi beaucoup d'entrepreneurs qui ont le mauvais régime? Ou le régime qui est juridique, on n'en parle pas. Hein. Alors, je me permettrai pas de dire qu'ils ont le mauvais régime, parce que je pense que dans chaque régime, tu peux protéger. Ou pas adapté. En tout cas, mais pas adapté. En tout cas, au-delà du mauvais régime, c'est qu'il n'a pas été protégé pour prévoir que ce soit une séparation ou même un décès. Oui, tu as raison. Donc, je dirais pas qu'il y a de bon ou de mauvais régime, parce que je reviens sur l'idée que chacun a sa vision du régime qui lui correspond. Mais par contre, même si ça vous correspond, il faut penser protection. Ok. Donc oui, souvent, il n'y a pas de protection. Mais je trouve que, tu vois, cette slide-là, on parle de structuration en couple ou en famille. Tu prends l'aspect d'entrepreneuriat, je trouve que c'est hyper important, quoi. Oui. Et au-delà même du régime, il va falloir regarder les statuts. Notamment dans les SARL, le conjoint, le statut d'associé du conjoint, je peux pas le prendre. Le fait qu'il puisse entrer avec la validation de départ ou pas. Exactement. Donc, ce que tu conseilles, c'est je veux me marier ou je veux créer une société où je veux faire quasiment les deux. Allez voir un CGP et prenez d'un côté la création de votre structure, enfin d'un côté, prenez ensemble la vision pro-perso pour faire en sorte que le mix des deux soit cohérent. Quoi. Toujours, ouais. C'est pour ça que quand on travaille avec des chefs d'entreprise, on travaillera toujours sur leur volet perso aussi. Ok. Bon, et du coup, 2 mots sur quand même le 4e régime qui est pas souvent utilisé, la participation aux acquets. Maintenant qu'on vous a présenté un peu communauté séparation de biens, la participation aux acquets, c'est un régime qui, en cours de vie, fonctionne comme un régime séparatiste. S'il y a une séparation, le régime sera liquidé en tenant compte de l'enrichissement de chacun des époux. C'est ça. De telle sorte que si un époux s'est plus enrichi que l'autre, il va y avoir un rendu, on va dire. Un équilibrage. Voilà, un équilibrage. Par contre, s'il n'y a pas eu de séparation et que donc le couple perdure jusqu'à un décès, au traitement de la succession, ce sera traité... Tu me coupes tout le temps, toi. Voilà. T'es habitué au cabinet, c'est pareil. Ce sera traité comme une communauté, en fait. Donc, on va équilibrer jusqu'au bout. Donc, effectivement, souvent, on le considère comme le régime le plus juste, surtout si, dans le couple, il y en a un qui fait le choix de moins travailler, de s'occuper plus de la famille, etc. Alors, je te coupe, mais en fait, si tu veux, sur ce régime-là, ce qu'on peut rajouter, c'est que tu as une évaluation des patrimoines à l'entrée. Oui. Pour voir un peu justement l'état des patrimoines de chacun, et tu en as une aussi à la liquidation, ce qui permet de calculer l'enrichissement. C'est pour ça, moi, en tout cas, quand on en a parlé et qu'on regardait, nous, on est entrepreneurs, toi aussi, tu es entrepreneur, et tu disais souvent, le second a un choix de... Des fois, c'est pas un choix, parce que si le premier s'investit beaucoup dans l'entreprise, le second, il n'a pas le choix de devoir s'occuper plus des enfants. Enfin, et malheureusement, on voit beaucoup, dans 80% des cas, on voit que c'est l'homme qui est entrepreneur et la femme qui gère tout derrière, et c'est pas un rôle simple. Parce que, je pense qu'il y a de plus en plus de femmes, quand même, on peut le dire, qui sont entrepreneurs, c'est vachement bien. Ah oui, mais du coup, alors dans tous les cas, c'est vrai que je trouvais que ce régime-là, il était adapté. En tout cas, tu crées une boîte qui crée de la valeur, à terme, toi, peut-être que tu as créé des millions d'euros de patrimoine. Ton épouse, elle a fait d'autres activités ou autre chose qui t'a permis, toi, de te focus sur ta boîte, de partager la richesse. Je trouvais ça cohérent. You're right, Oui, ça peut être cohérent, mais je trouve que dans le fonctionnement, c'est un peu une usine à gaz.
Et c'est vrai. les notaires nous le disent aussi, la liquidation, c'est un casse-tête. C'est pour ça qu'ils n'aiment pas et qu'ils en parlent quasiment plus. Moi, j'avais eu des discussions avec des notaires, vraiment, et c'était une volonté de ne pas trop en parler. Alors après, je pense qu'on va trouver de tout. Et s'il y a des notaires qui nous écoutent, ils vont me dire, ouais, Nicolas. On aura un notaire après, Dorian Fournier, qui interviendra. On va lui poser la question, mais de manière générale, en tout cas, moi, les retours que j'ai, c'est on évite parce qu'on nous apprend même plus à le liquider, quoi. Parce que moi, pour te dire, c'est un pote notaire qui me l'a fait, parce que j'ai un pote notaire à Étré, je peux le citer, François-Xavier Vic, super pote, et je lui dis voilà, ce régime-là, FX, c'est vraiment son surnom, FX Vic, je lui dis voilà, j'ai ce régime que j'aimerais mettre en place, il m'a dit oui, c'est hyper cohérent, on l'a mis en place, mais c'est vrai que je sais pas s'il le propose à beaucoup de gens, mais peut-être que tu as raison, si c'est une usine à gaz à sortir, mais en même temps, c'est aussi un peu le rôle du notaire, sans vouloir taper sur les notaires. Je suis d'accord avec toi. Le but, c'est de protéger les gens, et aujourd'hui, les notaires, en tout cas, ils font un job, moi je trouve incroyable. La seule particularité, c'est qu'ils n'ont pas le droit de faire de pub. Donc souvent, la plupart des gens vont pas voir les notaires parce qu'ils osent pas y aller, sauf mis à part des ventes. Comme le CGP, où je dis peut-être qu'il faudrait faire une consultation chaque année ou tous les 2 ans pour remettre à jour son profil de risque et sa velléité et tout ça. Moi, je pense qu'on peut aussi aller voir un notaire pour échanger. Il est un peu le confort. Ah ben, je suis d'accord avec toi. Puis c'est des moments de vie qui sont, pour le coup, là, très engageants. Et je préfère anticiper plutôt que subir dans ces sujets-là. Oui. Et le notaire, pour moi, c'est quand même l'élément, c'est la personne qui va tout écrire et qui va te permettre de comprendre. Et ils adorent ça, en plus, ils passent du temps. Et en tout cas, aujourd'hui, le conseil n'est pas facturé. C'est la mise en place souvent qu'il est. Un peu de conseil des fois quand il faut un peu de GP, parce qu'il y en a certains. Mais souvent, c'est la mise en place. Donc, vous privez pas, allez voir un notaire. Non, mais tu as raison. C'est sûr. C'est une tigre. Et si jamais, il faut savoir qu'on peut changer de régime matrimonial. Donc ça, j'avoue que je c'est pas galère, c'est galère ça. C'est galère, mais je sais que c'est possible. Ok. Voilà. Donc on le pratique peu. On peut faire structurer différemment si c'est possible, parce que j'avoue qu'on le maîtrise pas tant que ça. Ça a des coûts aussi, mais en tout cas c'est possible. Donc en fait on a un petit peu fait un tableau de synthèse, simplement pour mettre quelques points en exergue. Quand on est en communauté, bon, on l'a compris, en gros pratiquement tout est commun, sauf ce que j'avais avant. Et ce qu'il faut voir aussi, surtout en communauté réduite aux acquis, je précise parce qu'il y a la communauté universelle aussi, c'est que le salaire, même si c'est mon salaire, mon travail, et que sur ma fiche de paye, c'est commun. Ok. Et vos revenus des biens immobiliers, même si c'est des biens propres, c'est des revenus qui sont considérés comme communs. J'hérite d'un bien de mes parents, qui est un appartement à La Rochelle ou Châtelaillon-Plage, la plus belle ville du monde. Pour ne pas la citer. Pour ne pas la citer, évidemment. Donc j'en suis originaire, j'y retournerai demain, j'en suis ravi, même si on a une semaine de grand soleil. Pour ne pas la citer. Mes parents me donnent une maison à Châtelaillon-Plage, pour ne pas la citer. Donc la maison est à moi, mais les loyers que j'en tire sont en couple. Les revenus, si vous êtes en communauté réduite aux acquis, ok. Oui. Et parce que les gens ne savent pas ça. Non. Et c'est pour ça que souvent, mais même le livret A, c'est pour ça que je l'ai mis, c'est la question qu'on a très très souvent. Nicolas... Lequel Nicolas a un livret A. Merci. À qui appartient ce livret A? Sachant qu'il y a marqué livret A, Nicolas Barrier. Bah, tu vas me dire que c'est au couple. Bah, si tu es en communauté réduite aux acquis, on pourrait considérer que tu le remplis avec tes revenus et donc que c'est du C'est l'origine des fonds. Okay. Et si tu n'es pas capable de prouver que c'était tes fonds que tu avais avant ton mariage, c'est une présomption de communauté. Donc, j'hérite de l'argent de mes parents ou j'avais créé ce livret A avant, mais j'ai pas gardé les papiers parce que Nicolas, les papiers, il aime pas ça. Il les a pas, ça, il les a perdus. Ouais. Ça date d'il y a 20 ans, donc il s'est dit, bon, c'est bon. Okay. Ça sert à rien. Ça sert à rien, Starful là, on s'en fiche. J'arrive au moment du divorce, parce que malheureusement, je divorce. Mon épouse dit, ouais, mais le livret A, tu peux pas prouver l'origine des fonds, on partage. La loi, je partage. Si tu peux pas prouver, effectivement. Okay. Ou si je l'ai alimenté par mes salaires, où je me dis, bah ouais, mais c'est mes salaires. Non, c'est pas vrai. Ouais, exactement. Exactement. Et c'est un petit peu le point. C'est une croyance de ouf. Hein. Oui. Ah, mais. Ah oui, oui. Je suis d'accord avec toi. C'est pour ça qu'on a choisi de revenir dessus, parce que c'est là où on peut se tromper. C'est là où on parle souvent de la différenciation entre le titre et la finance. Oui, c'est marqué le livret A de Nicolas, mais ce n'est pas forcément que ton argent. Mais tu as tout à fait raison. Donc voilà, comme quoi la propriété, ça influence énormément la protection et ça influence également ce qui va se passer à la succession. Donc si on doit résumer dans des très grandes lignes, le concubinage, j'ai aucune protection du conjoint. Si je veux transmettre, parce que je pourrais transmettre à travers un testament, bah, j'ai 60% de droits à payer.
Et encore que sur la quotité disponible. Oui. S'il y a des enfants qui ont été faits en concubinage, c'est ça. On ne peut pas tout donner aux concubins. Il y a des règles à respecter. Le concubinage, c'est à fuir. Enfin, il faut quand même passer par là, c'est quand même mieux. Oui. Bon, si demain, par exemple, je rencontre une fille, je suis pas sûr que je me marie tout de suite, toi. Oui, on est d'accord. Mais c'est pas. Non, mais il y a un petit truc de concubinage avant. C'est pas un statu quo à garder longtemps, quoi. Après, peut-être que toi, t'aimes bien aller vite, hein, mais. Non, en plus, non, ça a été long, mais c'est pas un statu quo que tu gardes longtemps. Non, mais oui, l'idée, c'est de pas le garder effectivement 1000 ans, à partir du moment où tu sens qu'il y a un avenir et un futur là-dessus. Pourquoi pas effectivement passer à l'étape d'après et réfléchir à un engagement plus protecteur juridiquement parlant. Comme disait Buzz l'éclair, vers l'infini et au-delà. C'est ça. Le Pacs, pour le coup, lui, il a une protection faible, mais j'ai une fiscalité de succession qui est à 0. D'accord. C'est particulier puisque je ne suis pas héritier automatique. Ok. Donc j'hérite potentiellement de rien, mais si j'hérite, je suis à 0. C'est ça qui est fou, c'est que les gens, je pense qu'ils n'ont pas conscience, on en parlait, je suis pacsé. Je pensais protéger mon conjoint ou ma conjointe, parce que, pas de sujet, j'ai un appartement, on a un crédit dessus, mon conjoint décède ou ma conjointe, sa part de crédit est payée, parce que l'assurance elle est payée, j'ai belle-maman qui tape à la porte en disant « vous êtes gentil, mais vous n'êtes pas testament », donc du coup, je peux vendre l'appart et récupérer quasi rien. Bah, tu récupéreras que la moitié. Si tu as payé la moitié. Oui, mais si tu es au début du truc, tu récupères, ouais, ok. C'est ça. Et je pense que l'amalgame, il se fait beaucoup sur le Pacs par rapport au fait que tu fais un foyer fiscal. Oui. Et je pense que du fait de se dire, en fait, on est ensemble fiscalement parlant sur l'impôt sur le revenu, tu as le raccourci de te dire, on est ensemble là-dessus. Et ce qui s'entend, en soi. Mais c'est pas une réalité. Je suis d'accord. Du coup, si on veut travailler sur la protection, la structuration, comment je fais pour faire mieux à partir de la base que j'ai choisi d'avoir. Bon, concubinage, je ne l'ai pas traité. Clairement, il n'y a pas de... Si on veut se protéger plus, soit on se paxe, soit on se marie, en concubinage. On évolue. Mais par rapport au pax, l'idée En concubinage, on peut faire des trucs, mais faire des achats démembrés croisés, on peut faire la tontine. Acheter la tontine, ça se voit plus, mais ça fonctionne. Alors, techniquement parlant... on ne rentrera pas dans le débat. Non. C'est trop compliqué à expliquer sans schéma. J'ai déjà fait des fiches dessus, pareil, pour ceux que ça intéresse, donc on pourra le regarder. Et on pourra en parler à un autre plan P, pourquoi pas. Hein. C'est d'ailleurs... Ça sera une des annonces ce soir, hein, tout à fait. Qu'on pourra Arrête de spoiler, toi. T'as remercié tout le monde ce matin, déjà. Bah oui, mais bon. Ça, c'est moi. Mais non, oui, en concubinage, il n'y a pas grand-chose à faire, on va dire, de simple. Oui. Par contre, pour le paxé, forcément, le premier réflexe à avoir, c'est de rédiger un testament. Bon, bien sûr, de choisir son régime de pax. Qu'est-ce qui m'intéresse le plus entre la séparation ou l'indivision et rédiger un testament. Dans la rédaction d'un testament, c'est ce que tu disais tout à l'heure. En fait, en fonction des enfants, communs ou non, d'ailleurs, j'ai pas forcément les mêmes choix en tant que partenaire. Oui. En règle générale, on récupère ce qu'on appelle la quotité disponible. Et cette quotité disponible, elle varie en fonction du nombre d'enfants que l'on peut avoir. Enfants non communs, je reste à un quart, pas plus. Et ensuite, plus j'ai des enfants, plus cette quotité disponible va se réduire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les enfants ont un droit qu'on ne peut pas leur enlever, qu'on appelle la réserve héréditaire. Donc si j'ai un enfant, cette réserve héréditaire, c'est la moitié. 2/3 si j'en ai 2, et 3/4 si j'en ai 3 ou plus. Okay. Par contre, même si j'ai cette réserve héréditaire à conserver, je peux allouer plus de droits dans mon testament, notamment un renforcement sur le côté de logement, en attribuant la partie ce qu'on appelle usufruit. Je ne sais pas si on en a beaucoup parlé cette semaine, mais l'usufruit, c'est le droit... On pourra faire un rappel sur le démembrement total, je pense. La pleine propriété, elle se divise en 2 droits, en réalité. Le droit d'usage, le droit d'usufruit. Donc je peux habiter, profiter du bien, et percevoir des loyers, si c'est des biens qui sont loués. Là où le nu propriétaire est le propriétaire réel et à terme, et récupérera cet usufruit lorsque l'usufruitier ne sera plus là. Donc le parallèle qu'on peut faire, c'est pour tous les gens qui ont acheté par exemple, votre résidence principale qui nous regardent, vous êtes plein propriétaire aujourd'hui. Oui, c'est ça. En fait, sur cette propriété-là, vous pouvez choisir de donner la propriété du bien. Les murs. Donc les murs en tant que tels. La nue propriété, oui. Qu'on appelle effectivement la nue propriété. Merci de compléter mes propos. Avec grand plaisir. Et en fait, se conserver du coup l'usufruit, donc ce que vient de dire Audrey, l'usage finalement, et la perception des revenus. Et ce qui veut dire, si demain vous partez en maison de retraite, la maison est mise en location, par exemple, les loyers c'est vous qui les récupérez, tout à fait. Mais les murs appartiennent à vos enfants. Bravo. Et la règle, c'est ce qui est intéressant, c'est plus je donne tôt, moins la valeur que ce que je donne est importante. On a vu, je sais plus avec qui on avait vu le barème, on en avait parlé. Je sais plus non plus. On en avait un paquet quand même.
Oui. C'est exactement ça. Mais du coup, cet usufruit, si tu l'as pas transmis en cours de vie, c'est la nue propriété, puisque du coup, l'usufruit se conserve, tu l'as pas transmis en cours de vie. Pourquoi il faut le transmettre en cours de vie? Parce que ça coûte moins cher, effectivement. C'est un barème qui est par rapport à l'âge. Oui, c'est ça. Par tranche de 10 ans. Plus tu vieillis et plus ton barème va augmenter. Tu peux aussi le prévoir simplement dans ton testament. Ok. Bien sûr, si tu le prévois dans ton testament, ça va être plus coûteux en termes de fiscalité au décès, puisque tu n'as pas anticipé. Mais en tout cas, tu as pallié la partie protection de ton conjoint en lui donnant l'usufruit. Mais il faut savoir que contrairement au mariage, si ton usufruit dépasse la valeur de la quotité disponible, en réalité, les enfants peuvent revenir dessus. Ok. Parce que les réserves ne sont pas respectées. Ok. Alors que quand tu es en mariage, ce droit peut dépasser cette quotité disponible. Donc déjà, la vision Pax mariage Exactement. crée une première différence. Il y en a, En termes de protection. il y en a d'autres que je donne aussi, c'est la pension de réversion. Exactement. Tout aussi important, la pension de réversion. Et le temps de mariage est hyper important aussi sur la pension de Quand réversion. tu te remaries... La dernière femme n'est pas forcément celle qui recevra la ça, les gens ne le savent pas. Je veux bien que tu expliques le sujet... En fait, c'est partagé entre toutes tes épouses, quoi. Je veux dire... le temps de mariage va proratiser la pension de réversion que vous allez toucher. Donc si vous avez passé 20 ans marié avec une première femme et à la fin de votre vie, vous avez une femme avec qui vous êtes depuis 10 ans, bah, c'est pas elle qui recevra le plus de votre pension de réversion. Ça, c'est un truc de fou. Ouais. Ce que je pense dans la tête des gens, c'est la femme avec qui je suis au moment de mon décès, c'est elle qui prend la pension de réversion. Dans ton cas, la première, elle prend 2 tiers, elle prendrait 2 tiers, la dernière, elle prend 1 tiers. Exactement. Et c'est là où c'est important. La mienne, elle va avoir un prorata de 3 ans de mariage, du coup. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est ouf. Hein. Non, mais c'est... Donc c'est pour ça qu'on peut protéger avec un testament sur un Pacs, mais on a quand même des limites sur la protection. C'est pour ça qu'en règle générale, on vient aussi travailler des leviers qui sont hors succession, qui sont des leviers comme on a abordé cette semaine, l'assurance vie PER. Ok, très clair. Sur le mariage, c'est plus simple. On va pouvoir rédiger dans le contrat de mariage et intégrer des clauses de protection. La clause de donation au dernier vivant. Et ça, ce qui est hyper important, c'est notamment quand on a des enfants d'un premier lit. Puisque quand on a des enfants d'un premier lit, normalement, l'époux a le droit qu'à 1/4 de notre patrimoine. On peut étendre ce droit grâce à cette donation au dernier vivant. Mais j'écoute. La clause de préciput, je pense que le mot est assez difficile à entendre, mais pourtant c'est très connu, c'est celui de prélever un bien avant le partage. Okay. Un choix préférentiel, on va dire. L'attribution préférentielle, du coup, c'est ça. Ensuite, on a la sécurisation en cas de séparation. Ça, c'est vrai que plus il y a de séparation, plus on vient mettre en tête d'inclure dans un contrat de mariage des clauses de remploi. Typiquement, et je le vois encore sur le chef d'entreprise, je reviens dessus, mais je crée une société, je suis en communauté, je peux protéger ma société en expliquant que le capital social initial que j'ai mis, c'est des fonds propres, que je remploie, même si je suis déjà mariée, dans un nouveau patrimoine, mais qui soit du coup considéré comme propre. Il faut absolument que ce soit marqué ouais. dans les statuts. Parce qu'à contrario, si c'est pas marqué, il y a une présomption de communauté. Exactement. Et question, tu vois, sur les familles recomposées, parce que tu sais, on a échangé, tu sais que c'est ma construction familiale aujourd'hui. 2 enfants d'un premier lit de mon épouse, 2 enfants en commun. Ouais. Si je voulais que les 4 enfants héritent de la même chose, une adoption simple le permettrait pour créer un lien de succession? J'avoue que je pense pas. Oui. Ouais. Oui. Ouais, l'adoption simple, on est d'accord. Simple, je savais pas. Okay. Sans qu'ils prennent le nom, en fait, l'adoption simple, c'était pour... En fait, l'adoption simple, c'est d'autant plus important quand les enfants sont majeurs, parce qu'en fait, souvent, là où ça pose une problématique, c'est quand ils sont encore mineurs, parce qu'il y a une question d'autorité parentale. Ça veut dire qu'un des 2 parents biologiques doit abandonner l'autorité parentale au profit, du coup, d'un beau-père ou une belle-mère. Donc ça, c'est souvent une problématique. Mais dès lors que finalement, ils sont majeurs, il n'y a plus cette question-là, parce qu'il n'y a pas de question d'autorité parentale. Et effectivement, on peut hériter, rentrer un enfant en prenant une adoption. Parce qu'il y a de plus en plus de familles recomposées aujourd'hui. Je sais pas qui intègrent. Mais au même titre qu'on n'est pas obligé d'avoir recours à l'adoption, on peut très bien faire aussi par exemple un achat démembré. Typiquement, l'enfant ou les enfants qui tentent de transmettre quelque chose vont acheter la nue propriété d'un bien, tu vas acheter cet usufruit-là.
Et donc à terme, en fait, vu que ça ne rentrera pas dans la succession, finalement, ton droit d'usufruit ira aux enfants. Donc c'est comme si tu leur avais transmis quelque chose là-dessus. C'est vrai qu'on avait regardé l'adoption, tu vois, c'est un sujet. Après, sur ta clause bénéficiaire d'assurance vie, par exemple, tu peux inclure des enfants qui ne sont pas les tiens en termes de sang, on va dire. Très clair. Et après, sur l'aménagement des régimes, on peut faire un mixte en fait entre la séparation et la communauté, ajouter des biens en communauté ou en exclure. Et ça te permet en fait de gérer un peu en fonction de ta vision personnelle et du régime que tu as choisi. Et ce que nous, on utilise beaucoup, c'est ce qu'on appelle une société d'acquis. C'est pas une société en tant que telle, mais c'est faire le choix de créer une poche de communauté dans un régime séparatiste. Sur les biens dont on a dit que... Exactement, sur les biens que tu as choisis. Et dans cette société d'acquis, tu peux mettre des clauses de reprise notamment. Et donc tu prévois le cas d'un potentiel divorce. Tu vois, j'aurais une question, mais je pense que du coup, peut-être qu'il faut juste qu'on le redise. Message de François, si le mariage arrive sur le tard, est-ce que le conjoint vivant obtient toute la pension de réversion ? Non. Ce qu'on disait, du coup, François, c'est en fonction du temps de mariage. Et ça dépend s'il y a eu un premier mariage avant aussi ou pas. Mais c'est le mariage... C'est au prorata du temps de mariage. En fait, on va prendre le temps de mariage global de ta vie, François, pour le coup, avec les différentes compagnes, et on va proratiser chaque épouse, ex-épouse, par rapport à ce temps de mariage et par rapport, du coup, à la pension de réversion. Et on me parle de... excusez-moi, je me permets de 2-3 questions. Oui. Il nous reste un quart d'heure. Je ne sais pas si au niveau de la presse, on est... Vas-y. On me parle de cas sans enfants, parce qu'il y a aussi des couples qui n'ont pas d'enfants. Oui. L'héritage en cas de décès avec un testament, point d'interrogation, quel statut et fiscalité ? Donc je pense peut-être qu'en couple, bon, on le sait. Peut-être après. Avec un Pacs ? Non, mariage, je pense. Et le cas sans enfant, l'héritage en cas de décès avec un testament. Peut-être Pacs avec testament alors. Bon, quoi qu'il en soit, si vous n'avez pas d'enfant, en soi, vous n'avez pas de réserve héréditaire, donc vous pouvez tout transmettre au conjoint si vous le souhaitez. Et si je suis tout seul après ? Je peux transmettre à des cousins. Tout seul. En fait, admettons, ma femme décède, je suis du coup solo. Le dernier. Et après, quand je vais... pas d'enfant, c'est ça, je vais décéder. Après, pour le coup, ça part en fonction des degrés d'héritier. Oui, c'est ça. Avec premier, deuxième, troisième, quatrième. Et donc, c'est papa, maman, frère, sœur, neveu, nièce. Et après, on change d'étage, frère et sœur, etc., etc. En fait, si rien n'est rédigé, c'est les parents encore en vie ont le droit à un quart chacun. Et les frères et sœurs auront le droit à un demi qui se partage. Ok. Mais tu appelles toujours, tu sais, les degrés. Oui. S'il n'y a pas le degré, tu appelles celui-là, ainsi de suite. Et tu peux faire différemment par testament, mais par contre, la fiscalité sera liée finalement à ton lien. Est-ce que tu es cousin, est-ce que tu es étranger ou pas ? Et chaque degré a son propre barème. Tu vois, j'avais quelqu'un qui nous dit « Je resterai mari veuf célibataire en mode Cupidon ». Alors déjà veuf, désolé. Ouais. Mais c'est voilà. Mais c'est vrai que souvent, les gens, je pense que le côté que tu disais, pension de version de ça, les gens ne l'ont pas apprécié. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Puis en plus, quand j'annonce des chiffres de séparation, etc., je le mets en avant parce que c'est important d'en parler et de se protéger. Mais c'est vrai que c'est souvent quelque chose qui rebute et qui fait peur de... J'ai pas envie de me relancer. Ouais, je comprends. Mais finalement, j'ai pas protégé comme je voulais non plus. Donc il faut jouer aussi avec les peurs. Dans l'autre, hein. Oui, il faut jouer avec les peurs de chacun, avec le vécu de chacun. C'est l'aléa de la vie, et composer comme on peut. D'ailleurs, Audrey dit jouer avec les peurs. C'est pas de jouer avec les peurs. Non, mais je parle de... Dans notre métier, on parle de... Enfin, dans notre métier, quand on échange entre nous, on dit ça, c'est jouer avec les peurs. Ça veut dire voir les peurs des gens, essayer de les comprendre, pas se mettre à la place des gens parce qu'on peut pas le faire. Bien montrer, mais avec neutralité, pouvoir faire en sorte que... Bien montrer les points de vigilance. Ouais, c'est ça, je suis tout à fait d'accord. C'est ça. Je vais passer assez vite sur cette partie-là, je pense, parce que la fiscalité, déjà, on en a parlé un bon nombre de fois. C'est vrai que sur tout ce qui est investissement financier, on en a parlé beaucoup. Donc j'avais fait un focus immobilier pour savoir finalement comment je structure, notamment par rapport à la question fiscale. C'est ce qui revient tout le temps chez nos clients. Ouais, bien sûr. Comment j'investis, parce que je veux pas me faire découper par ma fiscalité. Quel régime, nom propre, société, quelle forme juridique, comment on les statuts, etc., etc. Il y a beaucoup de choses, ouais. Et en fait, la première question, elle est peut-être bateau, vous allez me dire, mais c'est pour faire quoi ? Ouais, les bateaux. En fait, c'est quoi votre objectif ? Mais t'as raison. Mais oui, si votre objectif c'est de percevoir des revenus complémentaires ou de développer tout simplement avec le plus de réinvestissement, ou c'est transmettre, ou c'est réduire ma fiscalité déjà existante, je vais pas du tout structurer de la même manière. Mais tu as raison sur la question, parce qu'on en parle depuis une semaine ensemble. Le projet. On a deux cabinets différents et on travaille peut-être pas de la même manière. Le trait d'union, c'est d'une découverte des gens en profil de risque, mais aussi comprendre les objectifs clients
Et c'est exactement ce que tu dis. En fait, c'est juste, on est des médecins généralistes, on essaie de comprendre les besoins, les envies, les nécessaires, les peurs, les craintes, ce que les gens veulent et ce qu'ils ne veulent pas aussi. Oui. Parce que des fois, on nous dit, tu vois, je sais pas, moi, je veux pas quand je décède que ma femme soit en galère avec la maison. Ah, mais pas que c'est un testament, ça va l'être, quoi. Je rebondis là-dessus d'ailleurs parce que j'en ai pas parlé et je pense que c'est hyper important. C'est que quand j'investis dans l'immobilier, je le fais avec un prêt en règle générale. L'assurance du prêt, ça c'est de la structuration. Okay. C'est-à-dire quelle quotité j'ai mis, qu'est-ce qui se passe si je décède. Si je suis à 100% sur chaque texte, ça veut dire que le prêt est complètement soldé et donc j'ai complètement protégé. Si j'ai choisi de faire un 50-50 et que c'est moi qui ramène le plus d'argent dans le foyer, par exemple, ça peut arriver, j'ai pas mis à jour mes garanties, bah, je laisse 50% d'une dette à la personne qui finalement avait choisi d'être plus présent pour la famille et donc travaille moins. Je le répète juste, mais la structuration en tant que telle, parce que peut-être on peut mettre une définition, c'est finalement tout ce qui ne va pas toucher, pour moi, les investissements en tant que tels. C'est-à-dire le choix d'un régime matrimonial, d'une protection juridique en couple, ça va être le choix d'une forme juridique, ça va être le fait est-ce qu'on fait une holding, pas une holding, est-ce qu'on crée des liens capitalistiques, les manières d'investir, est-ce qu'on investit en nom propre, en société, en démembrement. Ça peut être une manière de se rémunérer, ça peut être aussi une manière de choisir un régime fiscal par rapport à une catégorie de revenus. Ça va être aussi choisir des enveloppes financières, mais que des enveloppes. Et l'investissement, et j'insiste bien là-dessus, le volet investissement, donc vraiment l'argent qui est investi sur les enveloppes et sur les lignes de fonds, et le volet fiscal, donc chercher à réduire ses impôts, vraiment par le biais d'investissement, c'est vraiment le dernier maillon de la chaîne. Et pour rebondir sur ce que tu dis sur les quotités, je trouve, souvent l'erreur que font les gens, ou en tout cas comment leur vendent les banquiers, c'est prenez 50-50, c'est moins cher. Enfin, c'est souvent ce que nous disent les gens, c'est j'ai pas pris 100% parce que c'était plus cher. Alors, d'une, il existe la délégation, mais prenez pas une garantie par rapport au coût, parce que si demain vous avez un appart à 200 000 €, que vous avez fait 50-50 au lieu de 100%, les 100 000 € restants, l'assurance emprunteur, elle vous aurait pas coûté 100 000 €. Donc, puis c'est une prévoyance qui est pas chère. Ah oui, non, mais on est tout à fait d'accord. Audrey qui bosse un peu la prévoyance au cabinet te le dira encore mieux, mais oui, c'est une prévoyance qui est pas chère. Et puis il faut y réfléchir parce qu'en fait, quand on fait de la délégation, on peut toujours rajouter, mais on peut pas enlever. C'est ça, t'as raison. On peut réduire les coûts à garantie équivalente minimum. Donc effectivement, si tu en as pas mis assez au départ et que je récupère le dossier, je vais pouvoir te dire, il vaut mieux payer un petit peu plus, mais par contre, tu couvres vraiment le risque. Mais par contre, je pourrais pas te dire l'inverse. Mais tu as tout à fait raison. Et après, il y a personne qui est assez bête pour partir ailleurs pour plus cher. Ou alors il y a notre service, mais notre métier... Si tu as des garanties super, oui. Si tu as des garanties équivalentes, c'est moins cher, ou au même prix, tu as plus de garanties. Mais bon, souvent la banque, c'est quand même très cher, avec les garanties qu'il faut. Je sais pas toi, la vision que tu as, c'est minimum si tu fais 45% d'économie. Facilement. D'accord. Franchement, facilement. C'est colossal, ouais. Non, je suis d'accord. Ouais, c'est colossal. Et notamment pendant le temps où les taux de crédit étaient bas, puisqu'il fallait bien trouver une rémunération quelque part. Donc, effectivement, l'assurance coûte tout très cher. Je vois que le temps file, mais rapidement sur la partie objectif, structuration. Le temps court. Comment ? Non, vas-y. Plutôt le temps long. En gros, je reviens sur la partie importante. C'est vrai que souvent, quand on fait de l'immobilier, on me dit je veux des revenus complémentaires, immédiats. Forcément, déjà, si je vais dans une société opaque, donc une société à l'impôt sur les sociétés, mes revenus ne sont pas disponibles immédiatement sans engager une distribution, sans engager du coup une fiscalité complémentaire. Et donc, souvent, on entend SCIS, il faut y aller. Si votre objectif, c'est revenus complémentaires immédiats, c'est pas la structuration qu'il faut prendre. Et pour revenir sur le crédit, en règle générale, on essaie de limiter la partie apport pour justement plus de garantie, plus de protection, et pour le levier fiscal. En règle générale, je remets un petit peu l'église au milieu du village en expliquant que les revenus immédiats, c'est pas obligatoire. Un investissement immobilier, c'est pas un loyer, un crédit. C'est des charges, c'est une taxe foncière, c'est de la fiscalité. Donc, j'ai pas forcément des revenus immédiats. T'as beaucoup de gens qui viennent avec cette idée d'essayer à l'IS ? Pas mal. Ah oui, il y en a beaucoup. Pas mal. Mais pour autant, l'investissement immobilier, surtout du locatif, c'est du nom propre. Ça peut être de la société civile, d'ailleurs, parce que la société SCI, c'est pas un truc qui existe, juridiquement parlant, c'est de la société civile
qui a un caractère, un objet social qui est beaucoup plus centré sur l'immobilier. Ouais. Donc d'ailleurs, quand vous avez fait des sociétés civiles ou vous pensez faire des SCI, faites des sociétés civiles qui sont plus larges en termes d'objets sociaux, qui vous permettent de faire et du financier et de l'immobilier. Et on a la SARL de famille qui revient aussi beaucoup, qui est un peu plus dure à financer parce qu'on la voit beaucoup moins, aussi les banquiers le maîtrisent un petit peu moins. Et après, pour du commercial, ça va être sur les structures, sociétés, les SAS par action simplifiée, SARL, la responsabilité limitée qui reviennent de manière générale. Très clair. Je reviens vite fait sur la SARL, parce que je passe la partie revenu foncier et à la MNP, parce que je pense que vous avez été bassiné là-dessus. Dans tous les cas, il y aura la présentation qui sera dans le book, comme tout le monde. Ouais, désolé, c'est vrai qu'il nous reste 5 minutes. Vous avez été bassiné là-dessus, donc l'idée, c'est pas de revenir trop dessus. Mais je reviens sur... investir en société, c'est souvent ce qu'on nous demande. Donc, tu as une différenciation entre la société transparente, donc à l'impôt sur le revenu, et la société opaque. Tu parles de SARL de famille, on nous le demande souvent, mais la SARL de famille, on nous le demande souvent par rapport à la location meublée. Et rester à un impôt sur le revenu. C'est une société dans laquelle on peut faire une activité commerciale, parce que la location meublée est une activité commerciale, tout en conservant le régime d'impôt sur le revenu. Mais tu peux pas récupérer l'argent de cette société-là s'il n'y a pas de bénéfice. Et ça, on a tendance à l'oublier, même si elle est semi-transparente, ce qu'on appelle. Donc, et ça, c'est l'amalgame qu'on fait. On se dit, vu que c'est la location meublée, j'ai fait de la trésorerie parce que fiscalement parlant, il y a les amortissements, tout ça qu'on a vu cette semaine, et je peux récupérer. Et en fait, non. Et ça vaut un résultat qui est nul. Ça vaut le coup de revenir sur la slide première, c'est qu'il y a 50% des couples qui se séparent. Oui, c'est ça. Donc ça veut dire que si j'ai basé ma structuration sur le fait que je sois dans une SARL de famille, SARL de famille qui oblige à avoir des liens de famille, si demain j'ai un couple qui se sépare, plus de liens, viabilité de la société, elle n'y est plus. Ok, très clair. Donc en fait, j'ai structuré avec très peu de protection finalement initialement. Ok. Le dernier point que j'ai envie d'évoquer, c'est toujours le lien entre le pro et le perso. On nous le demande souvent, on en parle souvent, c'est qu'un chef d'entreprise, il a, et je lui souhaite, souvent de la trésorerie en excès dans une société d'exploitation, donc son activité première. Et il nous demande souvent de structurer ses investissements et structurer sa rémunération. On en reparlera d'ailleurs à midi. Une partie de la structuration et de la rémunération et de la diversification, c'est le montage d'une société holding. Une holding, elle ne vaut pas toujours le coup, contrairement à ce qu'on dit. Mais en tout cas, quand on a vraiment de la trésorerie qui dort, alors j'ai mis SCI, mea culpa, j'aurais dû mettre SC. Alors, je suis très tatillon avec ça au cabinet, mais après, SCI, c'est le terme qu'on Une relecture aurait tout modifié, mais... Faut-il j'ai pas fait la presse, tu vois, c'est pour ça. Mais du coup, elle est brillante. C'est vrai que souvent, en fait, on utilise ce levier de holding, notamment pour la transmission. Parce que ma société d'exploitation, peut-être que je vais la vendre d'ailleurs, et pas forcément la transmettre tout de suite. Mais la holding, elle peut servir aussi à faire un vase communicant entre la société d'exploitation et ma partie vraiment pro, et mes sociétés d'investissement, où j'inclus peut-être beaucoup plus ma partie familiale. Donc, le fait de structurer de cette manière-là, ça va permettre de pouvoir faire remonter de la trésorerie avec une fiscalité qu'on appelle régime mère-fille ou intégration fiscale des fois, où j'ai beaucoup, beaucoup moins de frottements fiscaux. Et donc, j'ai une potentiel de réinvestissement plus lourd et plus intéressant. On en a parlé, c'était quand? C'était jeudi matin? Ouais, jeudi matin, c'était toi. Ouais, c'est ça. Premier rendez-vous 9h. J'avais fait vite fait. Et puis, ce qu'on avait dit, c'est que je mettrais, je crois, des fiches un peu sur la holding et les différents régimes. Comme ça, moi, ça me permettra d'approfondir un peu, quoi. Après, il nous reste 2 minutes. N'hésitez pas à poser vos questions. Dans tous les cas, on fera une FAQ. On participera avec Audrey. Elle vous émettra des éléments de réponse. Elle ne pourra pas répondre à toutes les questions. Après, ça nécessite des rendez-vous. Donc, ce que je vous conseille aussi, c'est de contacter Audrey pour faire des points avec eux. Oui, il y a Audrey affiche. N'hésitez pas en régie à mettre les coordonnées. Il y a un QR code sur le sujet parce que si on devait résumer la présentation, quand tu disais bien structurer un couple ou en famille, c'est prévoir le pire, je dirais, pour vivre le meilleur. Donc, si c'est fait au début, ça nous permet vraiment de lever ce poids. C'est pas juste se dire ma société c'est mon expert comptable, mon mariage c'est mon notaire, c'est vraiment avoir une vision globalisée du sujet. Et c'est de faire des rendez-vous réguliers avec des CGP comme toi, avec la CJA, parce que du coup il faut avoir la CJA pour ces sujets-là. Compétences juridiques appropriées,
on peut être CIF, mais on n'est peut-être pas CIF et CJA, donc c'est deux sujets différents pour moi. Et venir te voir, en tout cas venir vous rencontrer pour faire un point là-dessus. Sachant que je pense qu'il faut conserver, c'est que ce qui est investi en fait au départ on va dire en coût, ça peut avoir en termes d'honoraires, parce qu'il y a forcément. Mais les économies sont dingues après. Les économies sont vraiment colossales dans le temps, que ce soit sur cette partie purement structuration et sur les dirigeants, beaucoup sur la partie aussi rémunération en tant que telle, qu'on verra un peu plus tard dans la journée. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment pas hésiter. Et puis même dans tous les cas, c'est toujours bien d'avoir un échange et un dialogue quand on est dirigeant d'entreprise, en tout cas, parce qu'il y a un peu plus de paramètres de structuration. On va laisser le mot de conclusion à Audrey. Oui, bien sûr. Et après, Je voulais juste donner une image marquante sur l'importance des choses et de la structuration. J'ai parlé d'un compte courant associé par rapport à la structuration avec les sociétés. Je retrouve beaucoup de cas où en fait j'ai une société civile, j'ai démembré mes parts, c'est-à-dire que j'ai donné la nue propriété à mes enfants, donc j'ai le sentiment que je dois avoir transmis ma société. Oui. Je le fais avec un passif important, donc j'ai transmis à une valeur faible. Et ce passif se rembourse au fur et à mesure, la valeur réaugmentant. J'ai déjà transmis, tant mieux. Sauf que moi, j'ai apporté de l'argent pour faire tourner cet investissement. Et quand j'apporte cet argent, c'est ce qu'on appelle un compte courant associé. Et des fois, il est aussi lourd. Ce qu'on peut appeler, c'est une dette. Hein. C'est une dette. C'est à la société envers la personne physique. Et il faut savoir que cette dette, elle n'est pas remboursée, contrairement à un emprunt, si je décède. D'accord. Ça veut dire qu'elle remonte dans mon actif de succession. Donc en fait, j'ai la sensation d'avoir transmis une société. Et en fait, à faible coût, hein, et en fait, je ne l'ai pas fait. C'est une bombe à retardement. Ok. Et là vient l'idée de structurer et d'être entouré. Et c'est notre lien, hein, d'ailleurs. On fait le lien avec avocat, notaire, expert comptable. Chacun avec son domaine d'activité. Mais en tout cas, nous, on essaie de mettre en avant là où il y a des dangers pour structurer, avant d'aller plus loin, avoir des bases qui sont solides. Hyper clair. C'est bon pour toi ? C'est bon pour moi. Moi, je vais te remercier parce que c'était un sujet qui n'était pas simple, très large. On aurait pu parler des heures. Et chaque fois qu'on a un intervenant, mais c'est vrai qu'on en parle de plus en plus, il y aura d'autres choses, mais on aurait pu en parler des heures. Je trouve que c'était en tout cas hyper clair. On a pris des cas concrets, on a pris des situations, parce qu'on a des situations un peu différentes les uns des autres. On va te retrouver à midi pour les formes juridiques et la rémunération en société, avec Nicolas. Et dans 8 minutes, on va retrouver Dorian Fournier qui est notaire. Et Maxime Affrin qui est CGP. On va parler de transmission efficace. Les deux intervenants sont en visio, donc soyez pas surpris. Peut-être que par moment il y aura un peu de temps de latence entre nous, ce qu'on dit, et peut-être eux. On va essayer de faire au mieux. Mais nos deux intervenants sont à distance et Dorian en plus est notaire, donc je pense qu'il a eu son étude, je crois, il y a quelques mois, donc ça doit être chargé pour lui. Donc on se dit à dans 8 minutes pour transmettre efficacement. Merci Audrey. Merci Audrey.